Vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen telles que énoncées par la Déclaration des droits de l'homme n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec, comme pour seule devise, non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOSE, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et des télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est démis. Tous les partis politiques sont suspendus. Tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin, sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun. Vendredi 6 avril, 3 heures du matin, les habitants de la capitale sont brutalement réveillés par d'insolites grondements qui se confondent d'abord avec les coups de tonnerre ponctuant la fin de l'orage qui, dans la nuit, s'est abattu sur la ville. Puis les échos se font plus précis, permettant de distinguer plus nettement des tirs d'artillerie et d'autres plus saccadés à l'arme légère. Si on est quelque peu impressionné, on ne s'en émeut d'abord pas outre mesure. La capitale a souvent été le théâtre d'exercices nocturnes de maintien et de vigilance des troupes. À 3h20, la sirène d'alarme du palais présidentiel se déclenche. On commence vraiment alors à s'inquiéter. Le cauchemar s'installe dans les familles. Celles des personnes qui ont le téléphone à domicile s'appellent. Que se passe-t-il? C'est la même réponse à tous les bouts de fil. On ne sait pas. Le colonel Ousmane Daouda, chef d'état-major particulier du président de la République, sera souvent appelé par des amis angoissés. 1 heure, puis 2 heures après le début des coups de feu insolites, il répond encore « Je ne sais pas ce qui se passe ». Et on peut s'étonner que le chef de l'état-major particulier du président de la République puisse ignorer des manœuvres de routine et être surpris encore qu'eux ne sachant pas ce dont il s'agit et se trouve encore à son domicile, lui qui, le premier, devrait être sorti pour comprendre la situation. Le général de gendarmerie Oumarou Diam Yaya, en homme rompu dans le renseignement car il a été directeur de la sécurité présidentielle et directeur adjoint du Centre national de la documentation, a pour sa part senti de quel côté le coup peut venir. Il appelle le colonel Saleh Ibrahim, commandant de la garde républicaine, et lui demande de lui rendre compte de la situation. Celui-ci lui répond qu'il pourrait s'agir d'une tentative de coup d'État et demande au général de lui indiquer sa position. Le général Oumarou Diam lui déclare qu'il se trouve à son bureau, mais se met prudemment à l'abri. Il a été bien inspiré,
car quelques minutes plus tard, un char se présente devant son bureau et le bombarde. Grâce à ce subterfuge, le général Oumarou Thiam sauve sa vie. Mais le commandant de la garde républicaine s'est ainsi trahi au colonel de gendarmerie Akono Herman qui lui pose la même question. Que se passe-t-il? Le commandant dit qu'il est retenu prisonnier chez lui, encerclé par les rebelles. Il demande au colonel Akono de lui préciser sa position. Celui-ci lui fait savoir qu'il se trouve lui aussi à son bureau, à la délégation générale, à la gendarmerie. Mais soupçonneux, plutôt que de demeurer à son bureau, le colonel Akono s'installe dans sa voiture et met le moteur en marche. Il n'attendra pas longtemps. Un char de la garde républicaine arrive sur les lieux. Le colonel Akono a compris et prend ses jambes à son cou. Un groupe s'attaque à la résidence du général Semengue, chef d'état-major des armées, et à celle du colonel Asso, commandant du quartier général, alors que sa résidence est soumise à un furieux bombardement depuis 3 heures du matin avec un sang-froid inouï. Le général Semengue ne bougera pas de sa chambre jusqu'à 8 heures. Les tirs en direction de sa résidence s'étant quelque peu calmés, il fait alors sortir sa famille par un trou de climatiseur qu'il emprunte lui-même à la suite de ses enfants. Il parvient en outre à leur faire franchir la barrière derrière une dépendance. Ils n'ont ensuite aucune difficulté à se faufiler parmi les curieux, déjà nombreux, attroupés autour de sa résidence. Et c'est dans la malle arrière d'un véhicule conduit par l'épouse d'un autre officier voisin, Madame Matip, que le général va sortir du quartier général, puis de la ville, pour organiser la riposte. Et celle-ci ne partira pas de bien loin. Le mot de passe des putschistes est surpris. La petite troupe ainsi partie pour déverrouiller le quartier général s'en servira pour infiltrer les lignes ennemies et libérer la poudrière. Ayant pris munitions et armes lourdes, ces soldats peuvent alors affronter les chars, abattant ceux qu'ils trouvent dans les rues. Mais plus loin, par petits groupes, les putschistes poursuivent leurs manœuvres. 2 chars défoncent le portail du centre de production de la radiodiffusion nationale, aussitôt investi au moment où doivent démarrer les premières émissions du matin. L'aéroport de Yaoundé est aussi occupé par des chars avec lesquels on entend ainsi empêcher tout débarquement de troupes, notamment celles qui pourraient venir par avion de Douala. Les conjurés sont d'autre part parvenus à encercler le palais présidentiel et 2 chars ont fait leur entrée dans ces vastes jardins. Les soldats de la garde présidentielle, pris au dépourvu, se rendent dans un premier temps et expriment la volonté de rallier les rangs des insurgés. Ceux-ci commettent l'erreur de les croire et l'imprudence de leur rendre leurs armes. À l'intérieur de la résidence présidentielle, le plus gradé, le capitaine Aivo, réunit les éléments dont il dispose. Et avec une indifférence trompeuse, il leur demande s'il ne vaut pas mieux rallier les putschistes et assurer de l'intérieur du palais la réussite du coup d'État, compte tenu du rapport des forces en faveur des insurgés. La plupart des gardes du corps du chef de l'État acquiescent à cette proposition. Le capitaine Aivo les fait aussitôt désarmer et neutralisés par la demi-douzaine d'hommes prêts, au contraire, à affronter les putschistes. Pendant plus d'une journée, la résidence présidentielle sera défendue par moins d'une douzaine de personnes utilisant des armes individuelles et faisant illusion avec d'autres plus puissantes, réglées sur automatique, capables de déclencher seules ainsi des balles, des explosifs et des missiles, couvrant par un feu nourri toutes les directions selon un système de rotation et de synchronisation parfaitement mis au point. Le président de la République est conduit dans le bunker, un réduit lui-même surarmé, capable, semble-t-il, de soutenir un siège d'1 semaine et qui constitue par ailleurs un abri anti-atomique. Ce sont là quelques extraits du livre de 495 pages, La flamme et la fumée du journaliste à l'époque des faits, Henri Bandolo, paru aux éditions Sopicam en 1985. Moi, ce dont je suis au courant, un matin, le radio Monte Carlo a téléphoné à Yaoundé, au Mont Vert, vers Mougins où on était. Monsieur le Président, on entend des coups de feu à Yaoundé depuis ce matin, ça bombe, ça tourne de partout, la radio internationale, la radio est coupée, et est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? C'est vous qui venez de m'apprendre, je ne suis pas au courant. Il ne savait pas qu'elle l'avait branché sur écoute. Alors il lui a dit, et si c'était vos partisans, Monsieur le Président? Et je leur ai dit, si c'est mes partisans, ils gagneront. Ça, il a dit, tac.
Et il est parti. Et il a quitté la maison, il est parti passer toute la journée à Cannes. Mais il a dit, imaginez-vous un type qu'on a agressé de tous les côtés à la fois. Bon, quelqu'un vous dit ça, il ne savait pas. On lui dit si c'est le si c'est vos partisans, il allait lui dire quoi? Que les partisans vont perdre? Il a dit si c'est mes partisans, ils vont gagner. Et il est parti. Yaoundé en a fait tout un machin. Puisqu'il a dit ça, c'est qu'il savait qui était lui. C'est dont je suis au courant. Ahidjo n'était pas au courant pour la bonne raison que, je veux vous dire une chose, hein, que pour le putsch des gens du Nord, hein, je vous ai dit que quand on l'a accusé là, de machin là, quand il avait appris qu'il y avait une tension, bien avant, hein, il avait appris qu'il y avait une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud, les militaires. Hein, et il devait, son aide de camp devait aller à Yaoundé, à Maroua, parce qu'il devait amener sa femme qui devait m'accompagner à la Mecque. Et il paraît qu'il est venu me dire au revoir dans ma chambre. Il me dit, oh, j'ai trouvé le président pas bien, il est très déprimé, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, vraiment, il m'a dit qu'il a entendu parler de la tension déjà entre les militaires du Nord, les militaires du Sud. Et vous savez qu'Ahidjo avait... Sa phobie, c'était la division. Nord, Sud, Ouest, machin. Il avait fait une unité, il ne voulait pas que quelque chose vienne... Donc, il m'a dit que Bello Bouba était Premier ministre encore à l'époque. Quand j'irai au Nord, que je vois mes collègues donc militaires, et que je leur demande, mais d'où vient cette tension? Pourquoi il y a une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud? Je lui ai dit, commandant, n'y allez pas. Parce qu'en arrivant à Douala, si tension il y a, vous en entendrez parler. Si à ce moment-là, on vous voit à Yaoundé aller voir un de vos collègues, on va dire que vous avez amené une mission, n'est-ce pas? Allez voir Bello, qui est Premier ministre, allez voir Sadou, non, Maïkano. C'est Maïkano, c'est Sadou, qui était ministre des Forces armées. C'est Maïkano au dernier moment. Par eux, vous allez savoir. Mais qu'on ne vous voit surtout pas avec vos camarades militaires du Nord, les officiers. Parce qu'on va dire que c'est Ahidjo qui vous a envoyé. Voilà ce qu'il m'a dit, lui, commandant Ibrahim, il est encore vivant. Je ne pense pas qu'il était, en 84, l'inspirateur, véritablement, mais qu'il était informé et qu'il attendait que ça se passe, il espérait que ça se passerait bien. Disons, à peu près, je ne suis pas loin de la vérité en disant ça. Il n'était pas l'auteur du push, mais il n'a pas désavoué. Et si le push avait réussi, il en aurait été content. Et d'ailleurs, il l'a dit de façon imprudente, parce que ça a servi contre lui. Je n'y suis pour rien, mais si ce sont mes amis, je souhaite qu'ils réussissent. Alors ça, c'était une façon, on a compris, je l'ai commandité, je veux la réussite. Non, il n'a pas commandité, mais il n'aurait pas désavoué. Pas désavoué parce que, à son avis, le Cameroun allait mal. Ce putsch signe définitivement la rupture entre Ahidjo et Paul Biya. L'ancien président de la République est condamné par contumace à la peine de mort. Vous êtes accusé, on vous envoie. Je pense qu'un accusé a quand même le droit de savoir de quoi il est accusé et de préparer sa défense. Pas à 6000 km. Et on a dit qu'on a envoyé ça, la maison qui était sous-scellée, on a envoyé ça à Garoua. Alors qu'on savait qu'on était à Yaoundé, puisqu'on avait tout le staff camerounais ici, on avait nos militaires, on avait les serviteurs, on avait la garde et tout ça. On a envoyé ça à Garoua, quand même. Écoutez, il ne faut pas prendre pour des gens pour des imbéciles. Hein. 5 ans pour injure de chef d'État. 5 ans pour injure de chef d'État, n'est-ce pas? Et puis, condamnation à mort, mandat international, exécution sur la place publique. Non, mais vous vous rendez compte? Mais il ne faut pas être saint d'esprit pour... Mais les juges là qui ont jugé, ces juges-là, c'est Ahidjo qui les avait intronisés quand ils ont eu leur juge. Il n'y a pas une promotion. Ma belle-fille qui était en Paris, Babette était là, elle a vu le flash à la télévision, elle a accouché 3 heures après de ma petite fille. Elle n'était pas à terme. Ça, le choc, on nous condamne,
on retire tout le staff camerounais. On leur a dit de rentrer. Ils sont venus demander à mon mari, il a dit rentrer. À ce moment-là, j'ai pris le machin, les personnels sénégalais. On a dit que tous les passeports étaient supprimés. Et Ahidjo, avant qu'on sorte du Cameroun, il avait changé tous les passeports, il avait mis un ancien président du Cameroun, même les enfants anciens du président du Cameroun, nos passeports diplomatiques, tout était changé. On a dit que tous les passeports sont périmés. Mes enfants que vous voyez là, Babette était à Paris, elle faisait sa pédiatrie à l'hôpital des enfants malades. Tout était supprimé. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'ambassade du Cameroun. Ils n'avaient pas les cartes de séjour. Il fallait qu'on ait pris un avocat qui allait tous les ans au Quai d'Orsay demander une carte de séjour pour les enfants. On lui a retiré le passeport, je trouvais cela mesquin. Et puis pour Ahidjo, c'était une vexation incroyable. Retirer le passeport à Ahidjo, vous imaginez? Et que ce soit sous le régime de Paul Biya. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Mettez-vous à sa place. C'était tellement inattendu, tellement incroyable, que je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Il a fallu que ce soit le Sénégal qui lui donne à lui et à sa famille un passeport diplomatique. Après la condamnation à mort du président Amadou Ahidjo, ses biens vont être confisqués un peu partout sur le territoire national. Ceux de son épouse Germaine également. L'ancien président est aussi accusé de détournement de fonds colossaux. On parle de plusieurs milliards de francs déposés sur des comptes dans des paradis fiscaux, notamment en Suisse. Les journaux font largement écho de cette information aux rumeurs. D'abord, si Ahidjo les avait pris, comme ils disent, parce qu'un chef d'État ne prend pas son argent pour aller le mettre lui-même. Il y a des gens qui auraient mis, donc ils auraient dit. Et à l'époque où nous sommes partis, ils auraient fait des investigations, des trucs comme ici, ils l'avaient pris, comme ils ont dit, ils auraient gelé. Ils avaient même dit, j'ai entendu des inepties, que l'argent qu'il avait placé en Amérique, l'argent du pétrole, bon, il y avait un ministre chargé de gérer, il avait même dit à Biya, surtout ne touchez pas à cet argent, c'est l'avenir du Cameroun. Ne touchez pas parce qu'il y a la crise qui est arrivée. Donc ça va vous sauvegarder pour le Cameroun. Non seulement c'était parti, le ministre, bon, je ne me rappelle plus lequel était parti, mais les Camerounais ont trouvé le truc, on a laissé que les clés soi-disant du coffre. La signature de ce qu'il avait signé en Amérique, qui c'est qui avait cette signature? Est-ce que c'est sa femme? Parce que si on n'avait pas la signature, les autorités camerounaises n'auraient pas pu y toucher. Mais c'est tellement inepte. Vous démissionnez, vous prenez les choses de l'État, vous partez avec la signature. C'est tellement rigolo que moi je ris quand j'entends parler de ça. J'ai dit, mais si j'avais cette signature, j'aurais été signé pour prendre. Mais tout ce qu'il a laissé, il les a laissés au Cameroun. Ahidjo a rendu le pays riche. Ahidjo s'est préoccupé des habitants du Cameroun, du peuple camerounais. Il avait fait des histoires des agriculteurs, il avait prévu tous les secteurs, il avait fait le plan quinquennal avant de partir, les routes, le machin, il avait tout fait. Et Bois a laissé des preuves du reste qu'ils avaient tout fait. Sauf qu'il a oublié se servir. Parce que lui, le service de l'État, servir l'État, c'était servir le pays. Ce n'était pas se servir. Et je vous avoue que moi aussi, je pensais que la même chose. Je ne pensais pas que ça pouvait en être autrement. Monsieur Guérandi Mbara, ancien officier de l'armée camerounaise, l'un des auteurs de la tentative de coup d'État du 6 avril 84, 25 ans après, pour la première fois, il a accepté de parler. Monsieur Guérandi Mbara, bonjour. Bonjour, Monsieur Véran-Bois.
Alors, 4 avril 1984, 6 avril 2009, cela fait bien 25 ans que vous avez organisé un coup d'État à Yaoundé. On sait que depuis là, vous gardez un grand silence sur cet événement. Donc, alors, pourquoi acceptez-vous aujourd'hui de parler? Bien, monsieur Venant Bois, bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous remercier pour m'avoir invité en vue d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce que nous avons appelé, que nous appelons le soulèvement patriotique du 6 avril 1984, qui est désormais, qu'on le veuille ou pas, un symbole dans la récente histoire de notre pays. Et je voudrais aussi rassurer quant aux perspectives, vous savez, qui se présentent devant nous et aux enjeux qui certainement nous interpellent tous en ce début de millénaire. Ensuite, j'aimerais réitérer ma profonde compassion et mes encouragements aux familles éprouvées depuis 25 ans, qui n'ont pas encore fait le deuil de leurs vaillants pères qui sont devenus des héros. Enfin, j'attire l'attention sur le fait que je ne serai vraiment pas bavard, car certains acteurs sont vivants. Je me dois également de faire preuve de responsabilité pour la construction du vivre ensemble au Cameroun, qui m'est très très cher. Alors, vous savez, un anniversaire est toujours une occasion d'interroger le passé, surtout pour mieux vivre le présent et entreprendre l'avenir avec sérénité et, je dirais, détermination. C'est ça le plus important. Alors, accepter votre invitation, c'est d'abord projeter l'avenir et surtout, c'est là qu'un anniversaire prend tout son sens. L'anniversaire que vous évoquez, ce 25e, d'autant plus important que plusieurs jeunes Camerounais, vous savez, n'étaient pas encore nés. Plusieurs ont besoin de saisir quand même quelques fragments de notre histoire afin de saisir la pertinence des projets que nous proposons pour notre société auxquels tous sont interpellés. Car notre pays, vous êtes sans ignorer, a besoin d'une refondation sociale, je dis bien refondation sociale, basée sur l'éthique rédemptrice. Donc je vais tracer quelques aspects dans cet entretien si vous me donnez l'occasion. Voilà, si vous voulez, la quintessence de l'acceptation de cette interview-là par... Nous vous disons merci pour toutes ces raisons-là. Alors, j'entends que vous qualifiez le coup d'État du 6 avril de soulèvement patriotique. Alors, aujourd'hui, 25 ans après, c'était un mariage, on parlerait de noces d'argent, ou je ne sais pas très bien. Est-ce qu'il faudrait que je vous souhaite bon anniversaire? Bon anniversaire, c'est trop dire, ce serait peut-être... de parler la joie. Non, ce n'est pas une question de joie, c'est une question de prise de conscience, c'est une question d'introspection personnelle, individuelle et peut-être collective, et d'appel à une conscientisation collective de notre peuple, et surtout du peuple combattant du Cameroun, pour le fait que ce 25 avril, si c'est un soulèvement patriotique, il faut qu'il continue dans l'imaginaire populaire à être ce symbole-là, cette emblématique étoile, cette boussole. Voilà. Alors, maintenant, parlons un peu de vous. Quel était votre grade et où étiez-vous en fonction lors de ce coup d'État du 6 avril 84? J'avais le grade de capitaine et j'étais en fonction à l'école militaire interarmes de Yaoundé, dans le cadre de la formation des élèves officiers, des officiers. Et déjà, en Gaoundéré aussi, concernant les cadres de la fonction publique et les étudiants en fin de formation. Vous savez que à l'époque, on formait
tous ces cadres civils de la haute administration. Donc c'était une mission très exaltante et enrichissante en tout point de vue, hein, qui m'ayant permis donc de connaître notre armée, la capacité surtout de la hiérarchie militaire et de nouer des relations amicales avec la haute fonction publique du Cameroun. J'en garde d'ailleurs des souvenirs palpitants, enrichissants et encore présents. Je sais qu'il y a plusieurs hauts responsables aujourd'hui que j'ai eu encadrés. Ensuite, je dirais d'ailleurs que la situation actuelle de notre pays montre plus que jamais que notre pays a besoin de renouer sincèrement avec cette formation permettant quand même à la haute administration militaire comme civile d'acquérir un certain nombre d'éthique, hein, à tous ceux-là que j'ai eu encadrés, et que j'ai bâti quand même un certain nombre de liens assez solides. Je leur adresse mes respects perpétuels et je leur renouvelle mes amitiés fraternelles. Alors, ce coup d'État, qu'est-ce qui vous a poussé, vous et vos camarades, à l'organiser au moment où on sait Biya est en plein état de grâce, il est nouveau président de la République, on vient d'en finir avec 25 années d'Amadou Ahidjo, et vous arrivez avec ce coup d'État. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'organiser? Monsieur Venant, il faut tenir compte des facteurs multidimensionnels qui concourent d'ailleurs à nos motivations. Je dirais que certains remontent à la période coloniale et d'autres sont, si vous voulez, les faits de l'actualité de l'époque. Je parle des années 80. Alors, je ne voudrais pas être très long sur ces facteurs-là. Je vais schématiser. L'État camerounais était déjà sclérosé par les crises d'ordre organique, d'ordre hégémonique et même de légitimité. Il faut tenir compte du glissement vers ce que les anglo-saxons appellent le failed state, hein, c'est-à-dire l'effondrement de l'État par les pratiques déjà très visibles à l'époque, très très visibles. Je citerai la course au pillage des biens publics, l'accentuation du tribalisme et du népotisme. Qui ne se souvient pas de la phrase « c'est notre tour maintenant » ou encore « la chèvre broute là où elle est attachée ». Ces termes n'ont pas cessé, au contraire, et plus encore se sont démultipliés aujourd'hui. On parle de pourcentage, certains parlent de polou, d'autres parlent de gombo, surtout dans votre milieu de la presse. Que sais-je encore Monsieur Durandé, on a l'impression que vous vivez au Cameroun, là. Ben, je vis au Cameroun. Oui, je vis au Cameroun parce que je respire. Je ne peux pas faire 5 minutes sans penser au Cameroun, c'est normal. Ces expressions, je disais que témoignent vraiment de la culture de la corruption, ce qui est amplifié depuis l'époque du renouveau RDPCiste. Qui ne se souvient pas de la dilapidation des ressources financières au nom de la création d'une certaine bourgeoisie ethno-régionaliste? C'est un phénomène qui a existé. Qui ne se souvient pas des arrestations arbitraires, hein, de la volonté d'anéantissement des hommes d'affaires de certaines régions ciblées par ce clan ethno-fasciste au pouvoir? Là, je pense aux commerçants blamiliqués et islamo-peuls. Qui ne se souvient pas des procès judiciaires initiés par ce que j'appelle les revanchards, mettant à mal la cohésion fragile, hein, que nous avons constatée? Qui ne se souvient pas des pratiques sectaires dans nos forces de défense et de sécurité qui ont exacerbé les frustrations entre les différentes composantes sociologiques, entre les différentes hiérarchies dans nos forces de défense et de sécurité? L'on nous répond, comme vous dites, l'on nous répond que Paul Biya n'avait pas fait ses preuves, je veux bien. Mais sait-on seulement que Paul Biya est le continuateur de ce système-là? Depuis 1962, tenez-vous bien, il est dans le système, il a toujours été un acteur important de ce système-là, ONU.
par la majorité camerounaise. En outre, il accédait à la magistrature suprême après avoir été plusieurs années au secrétariat général de la présidence et Premier ministre. Donc il savait, en prenant le pouvoir, en accédant à la magistrature suprême, il savait ce qui se passait, de quoi il se tramait dans les arcanes du pouvoir du Cameroun. Bon. Il faut tenir compte aussi d'une cause qui découle de la dimension géopolitique des officiers. Leurs réflexions, je dis bien les réflexions des officiers, se font avec l'aide des facteurs géopolitiques et stratégiques afin de prendre des décisions stratégiques et tactiques. Et les meilleurs géopoliticiens en Afrique, je vais vous surprendre peut-être, se retrouvent dans les écoles militaires ou écoles de guerre. Alors, c'est autant, ces officiers sont autant des polémologues que des irénologues. Hein. Et l'objectif premier, notre objectif premier, vous en doutez, était d'éviter le chaos que traversent nos États aujourd'hui et anticiper des solutions aux désordres sociopolitiques et économiques qui émergeaient des administrations mises en place. D'où d'ailleurs, beaucoup demandent que signifiait l'appellation JOS, hein, ce mouvement, la Jeunes Officiers pour la survie de l'État. C'était la conséquence de ce Feldstadt-là. Et mes camarades avaient donc analysé la situation géopolitique du Cameroun au sein des cellules secrètes mises en place depuis les années 1975, je tiens à le dire, et je crois que ces cellules-là existent encore, mais vous me permettrez de ne pas en dire plus. Vous voulez donc dire que ce n'était pas pour défendre Amadou Ahidjo qui était en conflit avec M. Biya à l'époque? Non. Non, pas du tout. Quelles étaient vos relations? Alors, je dirais que avec l'ancien président, il n'y avait pas, étant au Cameroun, hein, il n'y avait pas de relations comme ça avec lui. Je n'étais qu'un pauvre officier dans mes unités. Je n'étais même pas à la garde présidentielle, j'étais à l'EMIA. Je n'ai jamais eu de contact avec lui étant au Cameroun. Et rien de plus. Et au regard de mes convictions idéologiques et politiques. Cependant, hein, en exil, grâce à 2 chefs d'État, j'ai pu le rencontrer pour satisfaire ma soif de compréhension de certains faits de notre histoire. Vous êtes sans ignorer, M. Venant-Bois, que certains pans entiers de l'histoire de notre patrie demeurent méconnus. Alors, j'ai eu pas mal d'éclaircissements ou ses positions par rapport à certains faits. Aussi, vais-je dire que je répète que nous ne sommes pas vraiment battus pour le retour de Ahidjo au pouvoir. C'était impensable, impensable. C'était déjà contre notre éthique politique. Nous connaissons les responsabilités des uns et des autres dans les politiques qui ont jalonné l'indépendance du Cameroun. Donc il faut arrêter de raconter ces choses-là pour se donner une bonne conscience ou justifier les pratiques criminelles de la répression post-avril 84. Comme on dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent toujours l'histoire des batailles. Hein. Alors stigmatiser Ahidjo à l'époque était de bonne guerre pour gagner définitivement. Et je dirais que dialectiquement, nous assistons à un parricide qui poursuivra son autre avis. Est-ce vraiment une bonne sortie de l'histoire que de traîner ce boulet que je qualifierais d'inhumanité au-delà? Que retiendra l'histoire de Paul Biya? Notre pays mérite mieux. Alors, quand vous dites que c'était impossible que vous vous battiez pour Amadou Ahidjo, M. Guérandi, est-ce que c'est tout le monde qui pensait ainsi, ou bien c'est M. Guérandi Mbara et quelques autres officiers qui pensaient ainsi? Parce que des informations qu'on a eues disaient aussi que vous étiez peut-être divisés, vous, les auteurs du coup d'État, sur cette question-là. Il faut comprendre que nous étions partis dans un esprit de rassemblement
Et dans ce genre d'initiative, dans ce genre de projet, il faut toujours rassembler le maximum de forces, mobiliser le maximum de forces. Donc, il n'est pas exclu que vous rencontriez des motivations contraires peut-être aux vôtres. Mais, la majorité des acteurs principaux n'étaient pas pour le retour du président Aïdjo. Ce n'était pas possible. Voilà. Pourquoi n'y avait-il que les ressortissants du Nord dans cette tentative de coup d'État, M. Guérandi? Mais M. Véran-Bois, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? C'est ce que j'ai lu dans les journaux. Oui, mais écoutez très bien. Si la victoire était de notre côté, je dis bien la victoire ponctuelle et non étalée sur le temps, vous vous serez rendu compte, comme les autres Camerounais, de la participation d'acteurs d'autres régions du Cameroun. Vous savez, ce qui a trompé le jugement des uns et des autres, c'est la montée en première ligne, je dis bien la montée en première ligne, des formations comme la garde présidentielle et le quartier général, qui à l'époque étaient majoritairement composés des ressortissants du septentrion. Ce n'était pas une ethnie, c'était des ethnies. Où vouliez-vous qu'on aille chercher des ressources humaines pour aboutir à nos fins? Vous allez mettre la garde présidentielle de côté, la garde républicaine de côté parce qu'ils sont des ressortissants à majorité du Nord? Pensez-vous qu'il n'y avait que des ressortissants du septentrion dans ces deux formations militaires? Bon, vous savez, des dizaines d'acteurs étant vivants, je ne voudrais pas passer pour un irresponsable parce que je voudrais vous convaincre ou vous contredire. Je répète que pour un véritable changement, nous sommes tous interpellés, tous. Et le patriotisme n'est pas l'apanage d'une ethnie ou d'une région donnée. Vous comprenez? Et le Nord, comme vous dites, n'est pas une ethnie. Oui, je fais comprendre. Et là, peut-être, je ne sais pas si je vous blesserai en l'évoquant. Je sais que vous êtes de l'extrême nord, M. Guérandi. Oui. Oui, ce qui est différent de M. Issa Adoum ou de Saleh Ibrahim, oui. de ces personnes que je cite là, qui était le meneur du putsch. Bien, je confirme que les officiers supérieurs n'étaient pas contactés par nous. Il faut bien comprendre ça. Vous comprendrez que les plus gradés du mouvement JOSE avaient tous le grade de capitaine. Les colonels Saleh Ibrahim qu'on a exécutés, les colonels Ngoura Beladji, d'autres comme Ousmane Daouda, etc., ont simplement été les victimes de la haine rancunière des bourreaux de Paul Biya. Vous voulez nous dire aujourd'hui solennellement que le colonel Saleh Ibrahim, qu'on a présenté comme le leader de ce putsch, n'était pas l'organisateur de cette tentative de coup d'État? Je le dis, je le confirme. Voilà. Et je peux vous dire en plus de ça que le colonel Saleh Ibrahim avait été maintenu chez lui à domicile par nos camarades. Qu'il ne sorte pas. Pourquoi? Alors, un organisateur, mais parce que nous ne voulions pas, et connaissant la mentalité des officiers supérieurs, connaissant leur propension à retourner les vestes à tout moment, on ne pouvait pas les mettre dans cette entreprise patriotique. Voilà. Les soi-disant vainqueurs devaient justifier leur cruauté en indexant les officiers du septentrion. Le leadership, comprenez bien, le leadership était une coalition dont le mouvement JOSE était en première ligne, était le bras armé. Oui. Alors certains, je dirais, certains étaient nourris à l'idéologie marxiste. Ça, vous ne le savez pas. Alors, quant à Issa Adoum, il était un des acteurs importants de la caution civile. Et la désignation du chef de l'État aurait été le fait d'un vote au sein du Conseil militaire supérieur. Rien ne dit que c'est lui qui aurait été désigné. J'en demeure encore convaincu car la majorité de nos camarades étaient
décidé à procéder à une refondation de la vie nationale. Rappelez-vous que à l'époque, l'Afrique était secouée par des coups d'État inspirés par de jeunes officiers révolutionnaires. Alors pour mon courant, le 6 avril était un tremplin, écoutez-moi très bien, pour accéder au pouvoir d'État et procéder aux mutations en profondeur de la vie nationale. Depuis ce temps, vous comprenez que notre pays ne fait que sombrer et les problématiques sociales, à l'exemple de la corruption et autres détournements se sont implantés en culte. Alors dites-moi combien sont visés en ce moment par ces crimes économiques. Déjà sous Aïdjo, on parlait déjà de la corruption. Vous le savez peut-être. Vous qui avez peut-être lu les journaux de l'époque. Il y avait déjà, on parlait de la corruption. Oui, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ça n'avait pas la même ampleur. Peut-être, ça n'avait pas la même ampleur. Mais au moins, on avait déjà pris conscience de la situation. Le peuple camerounais doit se sacrifier pour se libérer. Voilà. Vous ne pouvez pas vous libérer de cette dictature-là sans sacrifice. Et nous sommes obligés d'assumer ce sacrifice-là pour sortir l'ensemble du Cameroun de la dictature. Family and friends, Happy New Year! Now we are in the tax season. When you say tax season, you say, where can I get the biggest refund check? Right? But you should also be asking yourself the question, where can I find knowledgeable, experienced tax expert or consultant, counselor, somebody who is willing to listen to my goals and not just provide a one-size-fits-all service? The right company to contact right now is El Vicio Tax Services. We are talking about 13 years of experience preparing taxes in the community in a professional manner. Pick up your phone and call 240-383-76. Oui, nous sommes à l'ambassade. Les gars, cassons ça. Ne prenons pas tant, cassons ça. Il faut qu'on entre. Je veux qu'on entre là. Tu vas nous tuer. Il faut qu'on entre avant que la police vienne. Pas la police qui vient de là, c'est qui sont les gens. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout de la police. Nous sommes à l'ambassade, là. Partagez. Nous sommes à l'ambassade. Partagez, likez, partagez. Demandez à tous ces gens-là de nous rejoindre à l'ambassade du Cameroun, tous ceux qui sont à porte à la République là. De nous rejoindre à l'ambassade. L'ambassade du Cameroun à Paris est plus que Monsieur Bondia, dégagez. Vous n'êtes plus président du Cameroun là. L'ambassade du Cameroun. Les gars, il faut qu'on aille à l'intérieur, c'est ça le problème. Cassons les vitres avec les politiques si on dit. Oui, nous sommes à l'ambassade. Les gars, cassons ça. Ne prenons pas tant, cassons ça. Il faut qu'on entre. Je veux qu'on entre là. Tu vas nous tuer. Il faut qu'on entre avant que la police vienne. Pas la police qui vient de là, c'est qui sont les gens.
Oui, mais on s'en fout. On s'en fout de la police. Nous sommes à l'ambassade, là, partagez, nous sommes à l'ambassade. Partagez et likez, partagez. Demandez à tous ces gens-là de nous rejoindre à l'ambassade du Cameroun, tous ceux qui sont à porte à la République là. De nous rejoindre à l'ambassade. L'ambassade du Cameroun à Paris est plus que Monsieur Kondia, dégagez. Vous n'êtes plus président du Cameroun. L'ambassade du Cameroun. Les gars, il faut qu'on aille à l'intérieur, c'est ça le problème. Cassons les vitres avec les politiques si on joue. Non, faut pas casser. Faut pas casser. On va casser. La porte de but. Deux, trois personnes. Oui, les gars, deux, trois personnes. Venez, les gars, venez, trois personnes. Bien. Les gars, venez en 600. Deux, trois personnes. Vous allez tous nous tuer. Allez. Oui, ça peut. Allez. Oh, on est dans l'ambassade. On est dans l'ambassade. C'est pas où? Où est la photo de bien? La photo de bien au sol. Oui, attends. Calibi. C'est bon. Vive la révolution. Les gars. Les gars. On va tout casser. Déchirez le portrait. Trop tard, on a cassé. Les gars, allons là-bas. Les gars, venez ici. Il faut nous piéger. Là, c'est noir. Restons, les gars. Les gars, venez ici, venez par ici, il faut qu'on entre. Partagez le direct. Paul bien, tue nos frères. Partagez le direct. Ici, nous sommes chez nous. Partagez le direct, les gars, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez. Venez dormir, venez à l'ambassade. Tous ceux, venez à l'ambassade, les gars. Merde. Faut qu'on aille, allons là-bas dedans là. Pourquoi ils n'ont pas la lumière ici là? Il faut qu'on tue, Putain. On allume ici comment les gars? Non, n'appuie pas, peut-être ça peut déclencher un truc. On s'en fout. Putain. Les interrupteurs vont monter. Putain. Il faut qu'on entre, on déchire, on casse les papiers. On va casser tout. Les gars, venez par ici. Je dis qu'ils ont sécurisé, mon frère, tout est fermé. Voilà, venez avec les trucs là. Tous les portraits de Pouviado étaient arrachés. On va casser tout. Regarde l'autre là. Putain, il n'y a pas de lumière ici. Et on peut ouvrir la porte ici, hein. On peut ouvrir ça. La porte ici, c'est ouvrable, regardez. Comme on a ouvert l'autre là. On peut ouvrir ça. C'est possible. Hein? On peut ouvrir. Non, ne cassons pas le vide, la vitre. On casse la vitre. Allez, allons, viens, on met le pied à deux. Comme ça, on n'a plus ça. Putain, mais c'est dur. Hein. Allez, c'est bon, continue. Voilà, c'est bon, allez, continue. Dernier pied, attends, mais laisse-moi mettre le pied. Le pied, allez, vas-y. Allez. Les gars, venez. Voilà. Ils ont tué nos frères, ils ont tiré sur nos frères. Oui, c'est bon. La porte est ouverte, les gars, là. C'est ouvert. Allons-y, les gars, allons-y. Du monde. Non, il y a les papiers, ils ont les papiers plutôt. Quelque part, viens pas ici. Putain, ils ont les papiers. Les papiers, on me dit qu'ils sont les papiers versés ici. Les gars sont préparés. Hein.
Ils ont su qu'on arrivait. Oui, on casse tout, on casse tout. Le travail du Conseil constitutionnel n'est pas le travail d'une Cour suprême plus. Quel criminel ce gars. Vous devez comprendre ce que nous sommes en train de faire. You guys need to understand what we are trying to do. We are trying to save our lives. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Là.